de vous retrouver comme chaque vendredi soir dans la Libre Antenne qui vous accueille pendant 2 heures de direct au 39 21. On parle de vous, souvent de vos épreuves et surtout de ce que vous éprouvez. N'oubliez pas que tous les mécanismes que vous mettez en place sont là pour mieux vous défendre. On appelle d'ailleurs cela dans le jargon des psys des mécanismes de défense, que ce soit le déni, le clivage, la projection ou la dévalorisation. L'observation de ces mécanismes ne doit donc pas être une nouvelle occasion de vous culpabiliser et de vous dire que vous ne faites pas bien, ou pire, que vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Ces mécanismes se mettent normalement en place lors de l'évolution du sujet et servent à pallier les difficultés de la vie. N'oublions jamais qu'un mécanisme de défense est le meilleur moyen que nous avons trouvé pour supporter ces difficultés. Donc observer avec bienveillance ce que vous voyez, vous comme des défauts, sera un premier pas vers la sortie de ce qui vous enferme en vous-même. La question qui se pose à travers ces mécanismes de protection, c'est d'identifier les causes qui vous ont obligé à la mettre en place. Est-ce qu'elles sont toujours d'actualité? Et qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de les dépasser? À bien y regarder, notre évolution passe plus par des questions que des réponses. Parce que la réponse, c'est souvent ce que nous savons déjà. La question, elle, nous indique l'inconnu. Elle nous accompagne sur ce merveilleux chemin de découverte qu'est la vie. C'est le sens de la fameuse phrase de Socrate que vous connaissez tous. Connais-toi à toi-même et tu connaîtras Dieu et l'univers. Allez, ici, dans la Libre Antenne, on accueille avec bienveillance votre questionnement et on chemine ensemble. Quentin est là pour recevoir vos appels au 39 21 et c'est Boris Pirédu qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi apporter vos commentaires à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21, en commençant votre texto par le mot nuit et dialoguer avec nous par mail sur le site europe1.fr. J'attends vos appels sur le 39 21. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Et merci Olivier le patrouilleur pour vos petits messages de bienvenue. Je sais que vous nous écoutez. Vous êtes là, Agathe ? Oui, je suis là. Bonsoir Agathe. Oui, bonsoir Sophie. Donc moi j'ai 48 ans et je suis en instance de divorce et j'ai un fils de 10 ans et la raison pour laquelle je vous appelle ce soir, c'est pour la relation que j'ai avec mon fils. À savoir que donc le papa est parti définitivement oui, depuis le mois de juin. On s'entendait assez mal depuis un certain temps. Et depuis le départ de mon mari, j'ai l'impression de reprendre un peu le contact réel avec mon fils. Enfin, comment vous dire D'être plus proche, contact plus proche, plus authentique, sans la pollution de son père, en fait. Comme si vous-même, vous étiez plus vous-même, c'est ça finalement, exactement, que vous ressentez. Ouais. Et en fait, dès que mon mari ne prend pas très souvent mon fils et ne le prend pas de façon régulière. Et donc, quand mon mari revient, j'ai à nouveau du mal à revenir en contact avec mon fils et mon fils à la limite se braque contre moi parce que voilà, je saurais pas expliquer pour quelle raison. C'est pas encore cadré par une procédure en fait de divorce, la garde avec le papa. Non. C'est juste c'est quoi, c'est quand il veut, quand il a le temps, quand il veut. Quand le papa veut, Et quand vous dites, quand vous retrouvez votre fils, vous sentez, vous diriez quoi, une forme d'agressivité, de défiance, comment vous... En fait, quand mon mari est présent, on a toujours, je ne saurais pas comment dire, pour quelle raison ça se met en route, mais en tout cas, nous nous disputons assez régulièrement, et mon fils prend systématiquement le parti de mon mari. Et si vous voulez, tous les trois, quand vous êtes ensemble? Ouais. Parce que c'est quoi, c'est au moment où il vient le chercher, où il le ramène? À quel des moment fois, mon mari, comme nous ne sommes pas divorcés, il vient de temps en temps à l'appartement et puis ça peut ces derniers temps ça s'était un peu comment dire aplani. J'avais proposé à mon mari à plusieurs reprises de venir dîner le soir pour que justement qu'il voie son fils et que ça se passe correctement. Je faisais des efforts pour que le repas soit agréable
Et puis mon mari m'a causé 2 contrariétés assez importantes cette semaine. Oui. Et donc là ce soir j'ai dit non, maintenant je veux que tu t'en ailles, quoi. Donc et mon mari n'a pas voulu. Il voulait rester un moment, et donc j'étais pas trop d'accord. Il me disait si t'es pas contente, tu sors. Je dis oui, mais enfin en attendant c'est quand même moi qui règle le loyer, enfin bref, tout ça, et donc je vois pas pour quelle raison ce serait à moi de partir. Par contre, si tu veux emmener notre fils, prends-le. C'est pas le prendre, mais voilà, voilà, prends-le avec toi. Et mon mari, je pense que voulait faire monter la mayonnaise, et donc est resté à la maison un peu plus longtemps que prévu pour je pense, me déstabiliser. Mais Et il est parti avec lui, là ? Ouais. Et dites-moi, vous pouvez m'en dire plus sur les contrariétés là qui vous a fait vivre? Là, vous dites j'ai vécu des contrariétés. C'est quelque chose qui est pas très. Enfin, mon mari donc est parti depuis le mois de juin. Je ne sais pas ce qu'il fait. Lorsqu'il n'est pas à la maison, à la limite, je m'en fiche royalement. Par contre, il a fait une lessive à la maison parce qu'il n'a pas pris de location à l'extérieur. Soi-disant, il habite chez des amis de sa sœur. Et donc, l'autre jour, en rentrant, je voyais qu'il avait fait une machine, et en regardant de plus près la machine étendue, je me suis aperçue qu'il y avait des sous-vêtements féminins qui ne m'appartenaient pas. Oui, effectivement. Donc, je lui ai dit, écoute, t'es bien gentil, mais je trouve que c'est clairement irrespectueux, quoi. Je veux dire, moi, je veux pas savoir ce qu'il fait à l'extérieur, mais par contre, chez nous, qu'il ramène pas ça, quoi. Oui. Ouais. Donc, si vous voulez, j'ai pas pu... Et comment il a réagi? Donc, vous lui avez dit ça? Comment il a réagi? Comment il a réagi parce que lorsque je m'en suis rendu compte, il n'était pas à la maison. Donc j'ai commencé par lui envoyer une photo des sous-vêtements en question, et puis une photo avec les sous-vêtements un peu abîmés, quoi, disons. Et donc le lendemain, il est venu à la maison, ça l'a fait rire. Sauf ce qui l'a fait rire, c'est de voir que certaines de ses chemises avaient subi le même traitement. D'accord. Le même traitement. Donc voilà, quoi. Je trouve ça malheureux de. C'est vous qui avez entre guillemets abîmé le linge? Oui. D'accord. Donc vous êtes passé par une case de colère, en fait, que vous lui avez montré, et ce sur quoi il a mal réagi, pas tant à ce qu'il avait fait, mais à ce que vous avez fait. Non, parce qu'au départ, quand je lui ai donné les sous-vêtements le lendemain soir, il a ri. Je pense que ça l'amusait de voir que j'étais montée en pression. Par contre, ça l'a un peu moins amusé quand je lui ai montré que ses chemises aussi étaient passées aussi à la casserole. Ouais. En même temps, ce qui lui permettait pas, du coup, vous mettiez en situation délicate envers lui, et il pouvait vous en vouloir de ce que vous avez fait plus que de ce qu'il avait fait. Vous voyez, dans votre action, dans l'action que vous avez mis en place, qui peut se comprendre sous le coup de la colère. Mais du coup, le vrai fait qui est que vous n'avez pas été respecté, il s'est pas excusé. Non. Oui, non, puisque tout, vous lui donnez un élément pour finalement vous en vouloir, c'est-à-dire en restant sur le fait de la chemise abîmée. La seule chose qui m'est dite, c'est écoute, on faisait chambre à part depuis longtemps, donc normalement, voilà. Alors moi je lui dis, c'est même pas ça le problème, non, mais le problème, c'est que c'est qu'il mélange le linge. C'est un vrai symbole, si vous voulez. On dit laver son linge sale en famille, mais lui, c'est ce que je lui ai dit. ramène... la symbolique, regarde le symbole. Parce qu'il me dit au départ, il me dit c'est pas grave, machin. Je dis si, pour moi c'est grave. Et Agathe, j'ai une question. Est-ce que à chaque fois justement qu'il vous respecte pas comme ça, que vous vous sentez pas respecté et contrarié, est-ce que la façon dont vous répondez à ce qu'il vous fait est de monter un cran au-dessus? Oui, malheureusement, oui. Ah voilà. Je pense, oui. D'accord. Donc du coup, en fait, vous alimentez en fait quelque chose à votre insu, parce que vous le faites parce que émotionnellement vous êtes touché, mais le moyen que vous avez trouvé pour vous en débarrasser, c'est la meilleure défense, c'est l'attaque. En fait, c'est un peu votre stratégie. Ouais. Même si je sais que une fois, quoi que là, j'étais pas vraiment.
c'est plus verbalement que je l'attaque et après coup je me dis je dépense beaucoup d'énergie, Bien je sûr. me fais à la limite du mal pour rien quoi. Je m'en veux bien sûr. après Ouais, de cette situation. ouais. Et tout ça se passe devant votre fils. Malheureusement, ouais. Oui, Ouais. donc si j'imagine un peu le tableau de comment ça se passe, vous donnez l'image à ce petit garçon de 10 ans que c'est maman qui, j'ai envie de dire, qui sort des clous et papa qui reçoit l'agressivité de maman. Ouais, c'est tout à fait ça. Vous Ouais. voyez? Ouais. Donc lui, qui n'a pas le fin fond de l'affaire et de l'histoire et de comment ça se passe réellement, lui, il voit ça. Il voit une maman qui s'énerve, qui est agressive, qui peut dire certains mots, qui monte en pression avec un papa qui peut-être reste un peu calme ou comment? Oui, très calme, Ah, très calme. Plus je oui. suis énervée, plus il bah est oui, calme. bah oui. Donc vous passez, voyez, pour effectivement celle qui a entre guillemets le mauvais rôle. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire, Agathe, pour pas vous fourrer, là, vous jeter dans la gueule du loup, voyez, et être un peu plus stratégique? Mais le problème, c'est que je me dis à chaque fois que c'est pas la solution pour mon fils, parce qu'à la limite pour mon. Et pour vous, est-ce que c'en est une pour vous déjà? Non, je pense pas. Non. Ouais, oui. Je pense pas. Non, parce qu'après ça, je me trouve nulle, quoi. Je me trouve nulle. Bien sûr. Ouais. Vous vous blessez vous-même parce que vous n'êtes, comme on dit, on n'est pas fier de soi. Vous savez, quand on. Ouais. Oui, surtout, enfin, je vous dis surtout vis-à-vis de mon fils, quoi. Surtout que, et c'est ce que dit là Roxane qui envoie un message, qui dit c'est vous qui payez le loyer, alors ne cohabitez plus voilà avec lui, vit chez sa sœur très bien, il doit rester sur le paillasson quand il prend l'enfant, dit Roxane. Mais c'est vrai que du coup, vous le faites entrer alors que c'est vous qui avez la maîtrise du lieu, même financièrement. Vous êtes bien chez vous, ce qu'on comprend. Non, pas tout à fait encore. D'accord. Pas tout à fait encore. Mais si vous voulez, je paie. Je subviens aux besoins de la famille en grande majorité. Oui. D'accord. Donc c'est quand même vous qui tenez les cordons de la bourse. Oui. Donc il y avait une puissance. D'où votre colère d'ailleurs. Hein. Vous voyez, parce que votre colère, elle témoigne d'une forme d'impuissance. Il vient sur votre territoire en vous respectant pas, en amenant du linge qui n'a pas lieu d'être, et puis même de laver son linge, vous voyez. Donc il est pas dans l'autonomie. Vous tenez tout, et puis finalement vous êtes un peu l'arroseur arrosé. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire et mettre en œuvre pour effectivement être plus juste pour vous et pour votre fils dans la même situation? Ouais. Est-ce que, vous voyez, en fait, finalement, la solution que vous avez trouvée jusque-là, c'est vous vous sentez agressé, donc vous l'agressez. Et vous mettez en œuvre toujours ce même scénario. Puis vous voyez que finalement, c'est vous qui vous faites attraper. À la fois. Une rare fois, il a commencé à sournoisement à masticoter. Je lui ai dit non, ce soir je suis pas décidée à me battre entre guillemets, quoi. C'était et puis bon, je lui ai tourné les talons et là vraiment ce soir-là j'avais pas décidé. Par contre, la plupart du temps je pars au quart de tour et j'arrive. Et quand vous avez tourné les talons justement, quelle a été sa réaction? Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-là? Il est peut-être resté sur sa faim, j'en sais rien. Oui, mais ça, à la limite, vous voyez, mais ça s'est bien terminé pour vous et avec votre fils. Oui. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a permis de lâcher, justement Ce soir-là, j'en sais rien. Une lassitude? Une façon de se dire, bon, allez, je lâche, j'ai plus envie de me battre? Ou c'était moins important ce qui s'était passé? Vous avez jugé que ça valait pas le coup? En fait, j'ai mis en pratique je pense qu'il faut réagir comme ça, sauf que je n'y arrive pas. Et une fois que je suis partie dans la colère, j'arrive pas à redescendre. Ou alors quoi que ce soir, à un moment donné, je me suis arrêtée. Je pense que dans le passé, je me mettais plus en colère et je me mettais plus longtemps en colère. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette colère, Agathe, d'après vous? Qu'est-ce qu'elle cache? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous êtes en colère, que vous ne dites pas, en fait? Ou qu'est-ce que vous ressentez? Que je suis quelqu'un de bien. Oui.
et que... Et que vous méritez pas ça. Ouais. Bah ouais. Et que c'est injuste. Oui. Ouais, je comprends. Voyez. Alors si vous méritez pas ça et que c'est injuste, comment vous pourriez vous traiter vous, Agathe, au lieu, voyez, vous l'invitez. Finalement, ce que vous faites, effectivement, vous êtes quelqu'un de bien. On l'entend puisque vous le faites venir chez vous pour qu'il voie votre fils, alors qu'il le prend pas. Donc il ne le voit que si vous l'invitez. C'est ce qu'on comprend. Oui, c'est pratiquement ça, ouais. Voilà, hein. Et que du coup, une fois qu'il est chez vous avec votre fils, il se conduit pas bien. Et donc vous vous sentez effectivement envahi et pas respecté. Ouais. Et voyez, en voulant être ce quelqu'un de bien que vous êtes, bien sûr, avec vos valeurs et votre éthique, vous vous retrouvez piégé. Ouais. Et là, ce soir en plus, vous vous sentez contrainte de dire, puisque tu veux t'en aller, emmène. Voyez, c'est que l'enfant devient presque un otage. Oui, tout à fait. Ouais. Il a emmené l'enfant avec lui, votre fils avec lui. Ouais. Donc on comprend que vous soyez pas bien avec ça. Alors, justement, on va repartir de là, Agathe. Vous dites, oui, moi, la colère, elle cache que je suis quelqu'un de bien. Et visiblement, qu'est-ce qui se passe? Ça, il l'entend pas, il peut pas l'entendre, puisque c'est pas comme ça qu'il vous traite. S'il trouvait que vous étiez quelqu'un de bien, il vous traiterait pas comme ça. Oui, bien sûr, oui. Mais vous le savez. Donc la question qui se pose, c'est comment vous vous traitez, vous? Voyez? Comment je me traite, moi? Oui, oui. Parce qu'en faisant ce que vous faites, vous sentez à quel point, voyez, vous n'êtes pas dans votre axe. C'est qu'après vous en voulez, vous savez que vous êtes sorti, voyez, des gonds parce qu'il vous énervait trop. Oui. Et en fait, vous êtes accroché comme par un hameçon dans cette relation. Il vient vous titiller et vous êtes en réaction. Voyez, action, il agit, vous réagissez. Oui. Maintenant, vous allez renverser le système. C'est vous qui allez prendre la main. C'est vous qui êtes acteur. C'est vous l'actrice, là, des lieux. Oui. C'est vous qui dites, ton linge, non, tu viens pas le laver, qui décidez de ce que vous voulez. Qui disent, tu veux le voir, tu viens le chercher, puis tu le ramènes à telle heure. Vous voyez, qui fixait le cadre. Oui. Est-ce que c'est compliqué, ça, pour vous, de fixer le cadre? Quand je vous dis ça, qu'est-ce que vous ressentez? Vous dites, c'est difficile? En fait, mon mari, pendant des années, ne pouvait pas tenir un programme. Oui. Donc, si vous voulez, il fallait tout le temps que je m'adapte en fonction de son emploi du temps qui changeait. J'exagère, mais toutes les 5 minutes, quoi. Donc, si vous voulez, ça c'était aussi fatigant voilà, donc à l'heure actuelle, il essaie de monter sa boîte après un licenciement économique et là, il a beaucoup de difficultés. Et donc, je pense que il ne fait pas non plus ce qu'il voudrait, quoi. Je suis encore gentille, oui. Je pense. Oui. Enfin, non, gentil, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes préoccupé par le fait qu'il se débrouille bien, mais on comprend, c'est aussi le papa de votre fils. Donc vous aimeriez que les choses se passent bien. Et finalement, ce qui là, ce soir, vous fait en souffrir, c'est qu'avec toute cette envie que ça se passe bien, ça se passe mal. Oui. Donc vous faites, qu'est-ce que je fais de mon envie que ça se passe bien? Vous voyez, qu'est-ce que je fais de ça? Alors, il va falloir faire en sorte, Agathe, que ce soit un peu entre vous et vous, parce qu'entre vous et vous, c'est aussi votre enfant. Vous voyez, qui vous êtes et la maman que vous êtes, en étant dans la bientraitance de vous-même, c'est avec votre enfant que ça va bien se passer. Et d'ailleurs, vous le dites, quand il est pas dans les parages, on a un bon lien, parce que votre fils, il la connaît, la maman qui s'énerve pas, qui est tranquille, qui gère le programme, qui fait en sorte que tout se passe bien. Il le sait, ça, votre fils, qui peut compter sur vous. Et puis il doit être un peu déstabilisé quand il se dit c'est plus la même maman alors, celle qui s'énerve devant papa, qui perd ses moyens. Oui, mais malheureusement la maman qui s'énerve devant papa, je pense qu'il la voit déjà depuis un certain temps, quoi. C'est ça le problème. Il la voit depuis un certain temps, mais justement là il en voit deux maintenant. Il voit celle avec laquelle ça se passe bien et puis il voit celle qui s'énerve devant papa. Ouais. Et lui, il n'a pas envie du conflit, donc si le papa reste calme, il a tendance à aller de ce côté-là. D'accord. Vous voyez, c'est pas qu'il est contre vous, c'est qu'il sait pas quoi faire de cette maman qui s'énerve. Et lui, c'est ce qu'il voit. Donc c'est important de repartir de lui, puisque c'est lui ce qui vous guide. Ça va vous aider à être
plus dans le calme et à sécuriser votre territoire. Vous voyez ? Oui. C'est important que vous trouviez de la ressource et que vous repartiez de la situation que vous citiez tout à l'heure. Vous dites, un jour, j'ai pas réagi et ça s'est bien passé. D'accord. Et là, vous avez fait une expérience très intéressante avec vous. Vous êtes rendu compte que, vous pouviez le faire, que vous saviez le faire, et de voir qu'est-ce qui vous permet de le faire. C'est pas le papa de votre fils qui va vous dire que vous êtes quelqu'un de bien. Non, Vous voyez, plus maintenant. voilà. Plus maintenant. Et quelque part, il y a sans doute encore une attente de ce côté-là. Ça, lâchez-le. Lâchez ça. Parce que vous le savez et vous le ressentez. Et ancrez-vous ça dans cette pensée très positive, que vous êtes celle qui organise, celle qui programme, celle qui tient la barque, celle qui tient la barre du bateau. Ouais. Et qui vient même, vous voyez, faire venir ce père chez vous pour qu'il puisse voir le fils. Donc vous l'arrangez bien. Ouais, mais c'est... Ouais. Comme le coup du linge aussi, finalement. Vous voyez, vous voyez, quand on dit être trop gentil ou être gentil, le problème des gentils, c'est qu'ils savent pas dire non. Et puis le jour où ils sont allés trop loin dans le oui, le nom qui sort, c'est un nom d'agressivité, de violence. C'est l'histoire du linge qu'on déchire, c'est les cris, c'est les larmes, parce qu'on a trop dit oui. Ouais, alors, Agathe, vous allez commencer à apprendre à dire non. Des petits noms, mais un nom qui vous va bien. C'est-à-dire qu'à chacune de ces demandes, à chaque fois que vous allez le voir, vous allez être ferme, vous allez apprendre, mais ça s'apprend, vous inquiétez pas, tout s'apprend, c'est ça qui est merveilleux, on peut toujours apprendre. Et puis vous allez commencer à dire les noms que vous sentez possibles pour vous. Ça va être ceux du début, pas tout, mais vous voyez, qu'est-ce qui se passe d'ailleurs quand vous n'arrivez pas à dire non, par exemple l'histoire du linge? Est-ce que vous voulez lui rendre service, vous faites ça au nom du père qu'il est, ou vous voulez être gentil avec lui? Qu'est-ce qui vous motive là-dedans? Moi, je pense que en soi, ça me dérange pas. En soi, ça ne me dérange pas. Et puis... Quel intérêt, par exemple, pour le linge? Oui, si ça vous dérange pas, alors pourquoi pas? Ouais. De temps en temps, il me demande de lui prêter ma voiture. Bon, je me dis oui, alors c'est pour le travail. Bon, alors au départ, je grogne, et puis finalement, je la lui laisse, quoi. Oui, on retrouve la gentille. Alors, qu'est-ce qu'elle cherche, cette femme-là, vous voyez? L'idée, c'est pas d'être méchant ou gentil, finalement, vous voyez? C'est pas entre blanc ou noir. C'est quand je laisse ma voiture ou que je fais le linge, qu'est-ce qui m'anime? Quel est mon désir? Quel est mon besoin quand je fais ça? Qu'est-ce que je nourris? Je nourris quoi en moi? Oui, c'est pas ni égoïste ni bien ni mal. C'est cet homme est parti. Je m'occupe seule de mon fils. Je paye le loyer. Voilà, je tiens tout. Quand je suis comme ça avec lui, qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui est important là? C'est tout simplement parce qu'il a des difficultés professionnelles, et bon, je tiens pas à lui mettre spécialement de bâton dans les roues non plus, quoi. Vous lui avez dit ça, tel que vous me le dites? Je pense non. Oui. Vous voyez, de poser un cadre, c'est-à-dire de lui dire, voilà, un peu comme un enfant, vous voyez, parce que comme il vous mange votre territoire, mais écoute, là, je veux bien te prêter ma voiture, tu vois, mais voilà, c'est peut-être la dernière fois, ou en tout cas, c'est dans ce cadre-là, parce que je sais que tu as des difficultés, mais ne me le demande quand même pas trop souvent. Ton linge, ça va bien une fois, mais voilà, vous voyez, mettez-lui un cadre. D'accord. Ouais. Il va falloir lui mettre un cadre, sinon que vous, ça vous aille. Je comprends, parce que vous voyez, vous êtes dans votre altruisme, votre gentillesse, et c'est beau, ça, n'y renoncez pas, mais ne donnez pas tout non plus. Ouais. Sinon vous vous faites manger, puis après vous voyez, ça va bien d'être gentil, mais il faut qu'il respecte cette gentillesse, c'est donnant. Vous avez raison, oui. Vous voyez, s'il se conduit pas bien avec vous, après c'est plus de la gentillesse, pour vous c'est vous qui vous maltraitez. Vous avez fait il y a Bob qui demande, vous avez fait un constat d'abandon de domicile, et est-ce que vous voyez? Non, je suis simplement allée voir l'avocate, et c'est en cours. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce que dit l'avocate? Écoutez, il se trouve aussi que donc dans l'appartement qu'on occupait tous les deux, mon mari est disposé à me vendre sa part à un prix intéressant.
Donc je vais pouvoir conserver l'appartement. Donc d'un autre côté, je veux pas non plus trop. Bien sûr. Elle vous le mettre à dos. C'est ça que vous êtes en train de dire. Pas le mettre à dos, mais je veux pas de créer de conflit. Ils disent, tu as bien profité de moi, de moi. En quoi vous profitez de lui? Non, mais dans le sens où il vous fait une gentillesse. Ouais. Vous avez le sentiment qu'il vous fait une gentillesse. Et du coup, vous vous sentez redevable. Oui, sans doute, ouais. Ouais. Alors, est-ce que c'est une gentillesse ou en même temps, il vous voyez Oui, est-ce qu'un marché de dupes, vous voulez dire? Mais non, pas forcément, mais c'est simplement le fait que oui, vous êtes quand même la maman de son enfant qui a un foyer et qui le sécurise et il vous laisse avoir accès à sa part. C'est le père du foyer, il fait quelque chose pour vous. Que vous fassiez, d'ailleurs, vous pouvez le dire en mots. J'apprécie que tu fasses ça pour moi. Je suis prête à faire des choses pour toi, mais dans le respect de chacun. Ouais. Vous voyez, c'est pas ne rien faire ou s'envoyer les trucs. Et je parle pas de marché de dupes, mais il doit y avoir un respect. Et là, il n'est pas tout à fait dans le respect. Donc, c'est juste de dire les choses. Vous voyez, c'est important. Mais je pense que un gros souci dans notre couple, c'était ça. Ah, c'est-à-dire? La communication, quoi. Oui. Quand vous pleurez, là, Agathe, qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce que vous vous dites là à l'instant? Cette tristesse-là, elle dit qu'il vous manque, que vous êtes triste de cet échec? Non, mais je me dis que d'une certaine manière, ça aurait pu fonctionner. Enfin, comme tous les gens, j'imagine, qui divorcent, quoi. Oui, exactement. Si chacun avait fait des efforts, je pense que ça aurait pu fonctionner. Mais non, au final, voilà, quoi. Oui, et vous êtes encore là-dedans, bien sûr. Dans cet espoir qu'en faisant des efforts, ça pourrait fonctionner, même à distance. Non, même séparé. Maintenant, mais bien fonctionner dans la séparation, c'est ça que je veux dire. Ouais. Mais que vous c'est encore tout jeune, Agathe, c'est juin. Vous étiez depuis combien de temps ensemble? 98. Ouais. Mais oui, c'est une histoire de vie, c'est une tranche de vie, comme on dit. Vous savez, on ne dit jamais à quel point les divorces, c'est douloureux parce que ça réveille, comme vous dites, on se dit, c'est trop bête en fait. Ouais. Quelquefois, ça se joue à pas beaucoup. Ouais. Et comme vous dites, un problème de communication, des choses qui se sont pas dites ou qui sont mal dites. Ouais, puis à un moment donné, j'étais allée voir, je voulais qu'on aille voir un conseiller conjugal. Oui. Et non, il n'avait pas voulu. Donc, mais par contre, ça fait bien 3 ans de ça. Mais donc, depuis 3 ans, c'est comme ça, quoi. On vit chacun de notre côté. Et pourquoi il n'a pas voulu? Je sais rien. Je sais pas. Et il est parti pour quelle raison? Quelle raison a été donnée? C'est lui qui est parti. Oui, en fait, c'est compliqué. Il a été licencié pour motif économique il y a déjà un certain temps. La société dans laquelle il travaillait a déménagé, mais a déménagé à 500 km. On est quand même sur la région parisienne. Ouais. Et donc, c'est posé la question de savoir si, oui ou non, il suivrait. Et déjà, à l'époque, ça mettait forcément de la tension dans le couple, parce que moi, j'avais pas vraiment l'intention d'aller là-bas. Et mon mari me disait régulièrement qu'il en avait marre, auparavant qu'il en avait marre de son boulot et qu'il voulait faire autre chose. Ouais. Donc et après j'irais bien là-bas, mais finalement dans 2 ou 3 ans je chercherai autre chose. Donc on est sur la région parisienne. Je pense que avec la crise c'est un peu compliqué pour tout le monde. Donc moi j'ai préféré rester sur Paris et je pense que ça et tout ça pour dire quoi? Que ça crée une tension dans le couple. Ouais, ouais. Et puis il a refusé de suivre et il avait un camarade, un copain dans sa branche qui était en train de monter sa société et il espérait le rejoindre et finalement ça s'est pas fait. Donc il était vraiment axé là-dessus et cet ami était là aussi à 400 km de la région parisienne. Donc il m'a dit un jour écoute, moi j'irai mais toi tu resteras là. Donc voilà quoi. À partir de là comment? Et c'est ce qui s'est passé? Depuis le mois de juin seulement.
Oui, donc il est parti pour travailler plus loin, c'est ça? Ouais, mais il est sans cesse entre Paris et cette ville de province. Et depuis des années. Ah, et depuis des années, Ouais, d'accord. ouais. Donc il y a quelque chose qui le tient là-bas. En fait, j'ai l'impression que j'entends que vous vous sentez un peu coupable ou en tout cas responsable de cette distance, justement, comme si vous n'avez pas voulu suivre et du coup c'est un peu à cause de vous que tout ça arrive. Non, d'accord. D'accord. Non, parce vous n'êtes pas là-dedans. Parce que de toute façon, je ne suis pas convaincue qu'il y serait. Oui. Ouais, non. Qu'il aurait agi. Qu'il aurait accepté. Ouais. En tout cas, Agathe, que soyez bouleversée, quoi de plus normal dans ce que vous vivez. Et l'échec d'un couple, d'une histoire, mais c'est toujours excessivement douloureux. Il y a beaucoup d'auditeurs là qui vous envoient des messages. Alors il y a Christian qui dit: Agathe est très touchante, c'est un amour, on a envie de la prendre dans ses bras pour la consoler, dit Christian. Voilà. Et puis il y a Mimi le boulanger qui dit: courage à Agathe, vous êtes une fille bien, je souhaite que le bonheur croise votre route. Et puis Virginie qui vous dit: douce Agathe, ne vous en voulez pas, la tristesse ou le chagrin finiront par s'estomper. Courage. J'espère que ces messages, Agathe, vont vous faire du bien. Et puis je trouve qu'il y a Pnop qui envoie un message vraiment intéressant. J'avais envie de vous le dire avant de vous laisser. C'est vrai que de lui permettre de laver son linge ou de prendre la voiture, c'est lui octroyer le droit de se considérer comme toujours chez lui. Et il existe par ailleurs des laveries ou d'autres moyens. Et c'est vrai que symboliquement, il y a une façon de le considérer chez lui. Et donc il y a peut-être un peu quelque chose à travailler là, Agathe, pour vous. Peut-être que vous pourriez, je sais pas, consulter quelque temps comme ça, juste pour le passage, pour vous aider. Je sais pas si ça pourrait peut-être vous aider, non? Depuis peu, je consulte, Oui, c'est bien, parce que là vous passez, vous voyez, dans une transition où vous êtes confronté à qui vous êtes et à votre gentillesse, mais qui est belle, et attention à être, vous savez, on dit ce qui est important c'est d'être authentique, et pas d'être gentil. Donc soyez juste avec vous. Et en étant juste avec vous, ce sera juste pour votre fils et également pour votre mari, je pense. Je vous remercie. Bon courage à vous, Merci Agathe. beaucoup. Merci d'avoir appelé. Au revoir. Au revoir. Bonsoir Lisa. Bonsoir. Excusez-moi, vous êtes Sophie? Oui, je suis Sophie. D'accord. Voilà. Oui, je disais à Quentin que dans un pays aussi riche que le nôtre, on n'arrête pas de se plaindre, et j'en fais partie. Oui. C'est déjà formidable de le dire comme ça. Oui, c'est formidable, j'en sais rien, mais ça n'arrête jamais. Et quand je vous entends comme ça pendant au moins une demi-heure essayer de rassurer une personne, je me dis, mais elle a un sacré courage. Est-ce qu'elle-même, elle n'aurait pas aussi des raisons de se plaindre? Vous êtes mignonne, Lisa. Ah, mais je crois que je suis un humain tout à fait normalement constitué. Je crois qu'on a tous des raisons. Mais est-ce que c'est de la plainte finalement, ou, comme je disais dans mon introduction, on se pose tous un peu des questions et on est là pour, en parler ensemble, essayer d'avancer, et quelquefois derrière la plainte se cache tout un questionnement. C'est ça qui est riche en fait. Oui, mais moi je me sens pauvre. Oui, c'est-à-dire? Ça veut dire que, comme je disais à Quentin, que depuis, je vais prendre un âge repère, c'est-à-dire l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, j'ai 74 ans, c'est dire que ça n'arrête jamais. Je vomis. Oui. On disait pas ce mot-là. Oui. Il y a une époque, il y a bien 30 ans, on disait pas vomir, c'était honteux de dire vomir quand d'autres crevaient de faim, excusez-moi de dire ce mot. Moi, je vomissais tout le temps, et je ne me sentais pas. Disons que j'avais honte de moi, mais je ne pouvais pas faire autrement, parce que mes parents avaient eu cette délicatesse de me dire, tu es grosse et ta sœur est plus jolie et plus intelligente que toi, et ça avait fait un déclic terrible.
Et Lisa, durant ce parcours, ce chemin, vous êtes restée dans cet axe-là, ou est-ce que vous avez rencontré des gens ou alors effectivement vous allez me dire peut-être à certaines époques on parlait moins de psy, mais qu'est-ce que vous avez tenté pour essayer de sortir de ça ou... J'ai rien tenté. Je suis une personne assez faible, assez fragile. J'ai fait des hôpitaux psychiatriques. Je me suis suicidée, comme je disais à Quentin. Je ne faisais pas de tentatives, mais je me suicidais vraiment pour tomber dans le coma. Et j'ai hurlé lorsque je me réveillais en me jurant que j'allais recommencer jusqu'à ce que je réussisse. Et je pense que j'ai eu une délivrance quand le jour où j'ai divorcé. C'est-à-dire que je suis restée 30 ans mariée, mais les 10 dernières années ont été épouvantables. C'est que je n'arrivais pas à réaliser. J'étais tellement dans la dépression, terrible dépression, et en plus un an où ça allait bien parce que je prenais des amphétamines. J'ai été heureuse pendant un an, et quand je dis heureuse, c'est que je l'ai jamais été que pendant un an grâce aux amphétamines, malheureusement. J'étais euphorique tout le temps, mais ça voulait pas dire que j'étais heureuse avec mon mari, parce que sexuellement c'était pas possible. Je souffrais terriblement, j'osais pas lui dire. C'était des travaux forcés. Et je supportais pas ça. Je supportais pas. Je vais être un petit peu trivial, c'est-à-dire faire l'acte, se laver. Je trouvais ça complètement nul, idiot. Il y a tout un rapport à votre corps, de toute façon, que vous racontez là, finalement, depuis le début, qui vous a guidé toute cette vie, c'est ce rapport à ce corps. Alors, est-ce que vous êtes un peu plus en paix aujourd'hui avec ce corps que... Je me vomis toujours. Toujours. C'est moi qui me vomis. Lisa, pourquoi pas. Oui, et donc, est-ce que quand vous dites vous avez fait quelques séjours, en hôpital, à l'hôpital, est-ce que vous continuez à consulter, vous êtes soutenu, aidé? Oui, j'ai en consultation avec plusieurs psychiatres pendant plus de 20 ans. Oui. Plus de 20 ans. Et de quelle façon ça a pu vous aider? Ça vous a soutenu en tout cas? Un psychiatre ne m'aide pas. Il faut parler. Et j'avais beaucoup de mal. Oui. Alors vous êtes psychologue, mais c'est formidable de parler à un psychologue, mais malheureusement financièrement je peux pas. Et pourquoi? Quelle différence vous faites avec le psychiatre? Parce que la sécurité sociale ne me rembourse pas. Oui, mais le psychiatre il vous écoute, vous parlez avec lui également. Oui, mais seulement j'ai toujours eu cette impression qu'il s'ennuyait, qu'il attendait l'autre patient. C'est pas. Vous aviez le sentiment d'ennuyer l'autre. Oui. De ne pas être intéressante. Comme j'ennuyais ma sœur, comme j'ennuyais tout le monde. C'est cette même histoire, enfermée dans une histoire, en fait. Oui. Alors moi, j'entends même pas de conseils de vous. Non, j'attends une écoute. C'est ce que je comprends. J'attends une écoute, parce que là, il y a... comment dire, il y a quelques jours, j'ai reçu une lettre de ma sœur qui, je ne sais pas ce qui lui a pris, qui m'a envoyé une lettre d'insulte qui ressemble à une lettre de Corbeau d'ailleurs. Elle n'a pas signé. Il y a 8 pages. C'est terrible, mais j'ai dû la lire en 3 fois. Tout ça parce que sa fille qui ne s'entendait plus avec elle l'a quittée, et elle a pris contact avec moi, c'est-à-dire que je suis sa tante et sa marraine. Oui. Et j'ai du mal à parler, excusez-moi. Et ma sœur, sûrement, l'a très très mal pris parce qu'elle l'a appris par ma fille. Comme je m'entends très bien avec ma fille, qu'elle ne s'entendait pas avec ma nièce. Voilà un joli rayon de soleil, là. Oui. Comment? Voilà un joli rayon de soleil, parce que non seulement vous entendez bien avec votre fille, mais en plus votre nièce vient vous voir parce qu'elle a besoin de vous, parce que ça va pas avec sa maman. Donc, en plus elle m'adore. Quand elle m'écrit, c'est des noms de fleurs, c'est incroyable. Écoutez Lisa, c'est bien vous ça. On n'a pas rêvé là, on rêve pas, hein? Non, mais vous savez, Lisa, c'est pas mon prénom. Oui. J'ai vomi aussi mon vrai prénom. Je peux pas le supporter. Oui. Mais vous avez réussi à créer un joli lien avec votre fille et votre nièce. C'est pas rien. C'est pas rien, Lisa. Oui, mais ça ne me rassure pas parce que ma sœur en veut à mort. Alors cette lettre. D'être en contact avec sa fille.
Parce qu'elle vous en veut à mort d'avoir une bonne relation là où elle en a pas une bonne. Est-ce que c'est aussi simple ou pas que ça, vous pensez? Ou est-ce que c'est plus compliqué? C'est très compliqué. La lettre qu'elle m'a envoyée, je l'ai dû la lire en 3 fois tellement c'était horrible. Et en la relisant, je me suis dit, mais c'est étrange, on dirait que c'est d'elle qu'elle parle. Ah, c'est ça, c'est intéressant. Oui. Ah, mais ça m'étonne pas du tout, Lisa, parce que dans les reproches et les insultes, on parle souvent de soi. Voilà, exactement. Ce qu'on déteste chez l'autre, quelquequefois, c'est ce qu'on déteste chez soi, ce qu'on n'arrive pas à accepter. Oui, vous avez peut-être très bien vu. Les mots qu'elle écrit, c'est son caractère. Elle dévoile son caractère. C'est étrange. J'ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Je me reconnais pas du tout. Ah, ça vous a pas parlé. Ça parlait pas de vous. Ça parlait d'elle. Mais ça a dû vous faire du bien, ça, de vous rendre compte de ça. Oui. Parce que finalement, cette lettre, c'est comme si elle s'adressait pas vraiment à vous. Oui, mais si elle est vraiment comme ça, c'est que j'ai l'impression que ça va très mal pour elle. Oui. Ça va très très mal. Oui, vous avez sans doute raison. C'est bien pour ça que votre nièce vient vous voir et vient trouver refuge chez vous. Elle ne vient pas me voir. On se téléphone longtemps parce qu'elle a Internet. Elle est à la bolle. Oui. Alors, mais elle aime bien me parler et tout ce qu'on peut se raconter. Elle m'a dit qu'elle n'a jamais eu de dialogue avec sa mère. Elle a appris des choses avec moi qu'elle n'a jamais entendues de la bouche de sa mère. Jamais. Mais vous êtes donc en train de me parler, Lisa, que vous avez une belle capacité, vous voyez, à être en lien et à être en lien avec cette jeune femme, ou cette femme. Oui, l'âge de ma nièce. fille, à 1 an et demi près, l'âge de ma fille, c'est-à-dire 48 ans. Mais oui, donc vous êtes un soutien pour toutes les deux. Alors laissez votre sœur dans sa colère de pas réussir à créer ce lien, mais vous pouvez vous regarder et être peut-être moins mal à l'intérieur de vous-même. Comme dit Natacha, le problème de vomissement, j'ai connu ça il y a quelques années, on m'a dit que c'était pour sortir notre mal intérieur. Et si vous regardiez, Lisa, le bien à l'extérieur de vous, qui est représenté par votre relation avec votre fille et votre nièce. Mais vous savez, à mon âge, je crois que c'est trop tard. Pourquoi ? C'est plus possible. C'est plus possible de changer le regard. Je m'acharne contre moi, j'y arrive pas. Pourtant, je me regarde pas non plus. Lisa, mais je sais ça pas. s'entend. Oui, mais regardez, vous lisez la lettre de votre sœur, vous recevez une lettre d'insulte de 8 pages et vous comprenez qu'elle ne vous est pas franchement destinée. Donc vous avez une capacité de recul et de compréhension de ce qui peut se passer chez l'autre et en vous. Vous êtes à l'écoute, vous avez une bonne écoute. Votre nièce vous appelle, elle a besoin de vous parler, elle sait qu'elle va trouver en vous une ressource. Vous m'appelez ce soir et on sent chez vous quelqu'un qui est plein de bon sens, qui raisonne bien. Alors bien sûr, vous avez vos blessures, vous traînez depuis votre jeunesse cette histoire de vomissement, mais regardez un peu dehors. Arrêtez de regarder dedans. Mais dehors, je dis autour de vous. Quand je dis dehors, c'est le lien. Là, déjà, je n'ai pas d'amis. Je ne recherche pas d'amis. Je suis complètement seule depuis toujours. Toujours, même à l'école. C'est quand même pas normal. Mais aujourd'hui, Lisa, vous avez votre fille et votre nièce qui sont des femmes de 45-50 ans qui vous appellent parce qu'elles ont du plaisir à avoir vos conseils et à vous écouter. Vous êtes donc, pour ces au moins 2 personnes, après je ne sais pas, une ressource. Vous comprenez, vous existez pour elles, vous êtes importante. Oui, il y a ma fille qui m'a appelé pour me dire qu'elle avait reçu le double de la lettre. Rendez-vous compte, ma sœur la rend au courant de ce que j'étais réellement. Il y a eu des zones d'ombre et les zones d'ombre, ma fille les apprend. Oui. Il y a eu des zones d'ombre. Bien aussi. sûr, comme dans toute relation. Est-ce que votre fille a eu la même intelligence que vous d'être un peu dans le recul ? Elle est plus intelligente que moi. Elle m'a dit, ta sœur, c'est-à-dire sa tante, elle dit c'est terminé. Je ne réponds plus à ses coups de fil et ça me paraît sensé. Je vais adopter le mépris. C'est terminé. Et écoutez, ça me paraît très sensé. Et moi, je trouve, Lisa, que vous nous avez raconté plutôt une belle histoire ce soir. Ah bon ? Donc oui, considérez la belle relation que vous avez avec votre fille, votre nièce et l'intelligence que vous mettez dans la vie. Merci beaucoup, Lisa, pour votre appel de ce soir. Bon.
Bonne nuit à vous. Merci. Bonne nuit, merci. Bonsoir, c'est l'heure de notre rendez-vous de la nuit qui se poursuit au 39-21 en direct avec vous jusqu'à 1h du matin pour vous exprimer sur tout ce qui vous touche, vous affecte ou vous rend heureux. Un moment choisi pour partager avec nous toutes vos émotions, même les plus contradictoires. Vous pouvez nous appeler au 39-21. Vous serez accueillis au standard par Quentin sous l'œil attentif de Boris Piridus qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi nous joindre par SMS en composant le 739-21, en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. Et puis je vous le rappelle, n'hésitez pas à réagir à ce que vous entendez en direct. Ici on échange, on s'entraide aussi, on prend soin des uns des autres. Bref, on se tient chaud au cœur de la nuit. 39-21, j'attends vos appels. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Et avant d'accueillir Stéphanie, Lisa, si vous nous écoutez toujours, j'ai quelques messages à vous lire des auditeurs qui seront, je l'espère, du réconfort pour vous. Il y a Paulande qui vous dit que votre sœur a vomi également sur 8 pages, non par la bouche, mais par les mots. Et aujourd'hui, Paulande vous dit, Lisa, que vous dégagez de belles pensées. Et puis Christelle qui constate effectivement que comme il est difficile de se délester de son histoire transgénérationnelle, mais il me semble que Lisa, vous êtes sur un joli chemin. En tout cas, je vous le souhaite. Vous êtes là, Stéphanie ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Je vous remercie de m'accueillir. Bienvenue. Oui. Oui, merci beaucoup. Alors, je vous appelais pour vous exposer un problème que je rencontre. J'ai fait une grosse dépression en 2012. Oui. Ce qui m'a amené à être hospitalisée et à suivre un traitement médicamenteux assez lourd. Oui. J'ai pris 20 kilos en l'espace de 8 mois. Oui. Et en fait, je suis plus du tout en accord avec l'image que je renvoie et oui, je vis difficilement cette prise de poids. Oui. Et donc là, ça fait 2 ans et demi que je suis sous traitement. Cet été, avec l'aide de la psychiatre, en fait, j'ai tenté de réduire les médicaments parce que je me sentais vraiment bien. Oui. Et en fait, en septembre, je perds des pieds à nouveau. Ah. Et il n'y a pas un autre traitement qui ferait pas, j'allais dire, cet effet-là sur vous? Enfin, envoyer voir avec le médecin. On a déjà changé de molécule. Ah, oui. Ouais, et on a déjà changé de molécule. Et le problème, c'est que mon poids s'est stabilisé. Oui. Mais le souci, c'est que j'arrive pas à perdre les kilos que j'ai pris. Ouais. Ouais. Et quand vous avez réduit, que vous vous sentiez bien, alors je sais pas quelle pathologie, enfin, c'est juste une dépression. Oui, une dépression, oui. Et vous avez senti en réduisant les doses que vous replongiez, c'est ça? Ah oui, ça allait vraiment pas bien en début d'année, ouais. Enfin, en début d'année scolaire, là, en septembre. Oui, quand vous dites, enfin, pas bien, ça se traduit comment? Je m'isolais à nouveau, je pleurais, en fait, j'avais l'impression de replonger complètement et de revenir 2 ans et demi en arrière. Oui, je comprends, parce que c'est en même temps, vous voyez, dans la dépression, il y a on traverse des phases, alors que vous réduisiez, que vous retombiez. J'entends, hein, je comprends la crainte de retomber sur un épisode dépressif un peu lourd, mais quelquefois c'est un creux de vague pour remonter. Est-ce que avec votre psychiatre, vous êtes aussi aidé sur le plan thérapie, ou est-ce que vous voyez un thérapeute en plus? Je vois une psychologue en plus. Oui, et ça vous aide? Oui, ça m'aide, oui. Après, bon, ça fait qu'1 an que je la consulte parce que j'ai déménagé entre-temps. Oui. Et le problème, c'est que selon ma psychiatre et la psychologue, c'est vrai que le souci, c'est que j'ai commencé une formation, j'ai repris mes études. Oui. Donc là, j'en ai pour 3 ans. Oui. Et c'est une formation assez stressante. Ah. Donc, on m'a fait comprendre que ce serait compliqué d'arrêter le traitement avant les 3 ans. Ouais. Qu'est-ce que c'est comme formation, si je peux me permettre de vous demander? Je voudrais devenir infirmière. Oui. Et donc ça a du sens, vous voyez, pour vous, le soin. C'est un métier de soin.
oui. Et là, il s'agit aussi, dans cette histoire de dépression, du soin de vous, du soin de votre corps, de votre image. Et c'est en miroir. C'est en miroir et c'est prégnant en ce moment, j'ai l'impression que c'est... Et est-ce que la formation qui a justement un but pour vous, du sens dans votre vie, est-ce que c'est pas quelque chose qui peut vous aider, vous solidifier dans votre difficulté de vivre, voyez, parce que je sais pas, est-ce que vous avez un peu travaillé sur qu'est-ce qui vous a mené à l'épisode, qu'est-ce qui sous-tend cette difficulté, voilà, d'être dans la vie. Il y avait un épuisement professionnel d'une part. Oui. Donc un burn-out, vous avez fait ? Ouais. J'ai fait un burn-out. Et je travaillais déjà en milieu hospitalier et je faisais énormément de nuits. Oui. Et j'avais ma compagne qui habitait à l'époque à 600 km de chez moi. Donc en fait... Donc en plus seule, très seule. Seule. Et dès que je sortais de mes gardes de nuit, en fait, j'allais prendre le train. Donc je dormais très très peu. Ah oui, donc vous voyez, il y a... Ah oui, je me suis épuisée complètement sur le plan physique et psychique. Je comprends, hein. Donc, mais ça avec voilà du repos, reprendre pied. Mais vous voyez, les médicaments, donc c'est pas c'est une décompensation physique, comme vous dites, liée à l'épuisement et sans nuit, mais moins liée à la perte du goût de vivre. C'est pas une dépression liée à la perte du goût de la vie. Vous diriez non, ça? À la base, non. À la base, non. Mais j'en suis arrivée à un point où non, je n'avais plus envie de vivre. C'est-à-dire, pendant au cours du traitement, ça a démarré. Vous voyez comment ça s'est enclenché après? Ça s'est enclenché que j'ai commencé ma dépression en mars 2012 et en fait, j'ai été hospitalisée en avril parce que j'allais vraiment pas bien et j'avais plus goût à rien et même la présence de ma compagne ne me suffisait plus en fait. Il n'y avait plus de sens. Ouais, vous aviez perdu le sens. Ouais. Et là, par exemple, Stéphanie, là, si vous appelez ce soir à l'antenne d'Europe 1, qu'est-ce qui motive votre appel là précisément ce soir? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Il se passe que j'ai arrêté de fumer là et j'ai repris du poids et ça. Et le problème, c'est que je me reconnais plus et c'est difficile à vivre aussi pour ma compagne. Oui. Parce que je ne suis plus non plus la personne qu'elle a connue. Oui. Donc, ça fait un moment que je souhaitais appeler et que je souhaitais en discuter. Et pourquoi ce soir, je ne sais pas exactement, mais... D'accord. Et vous souhaiteriez essayer de trouver un peu une ouverture, une solution pour perdre du poids, enfin essayer de voir comment vous pourriez vous y prendre dans la situation. J'ai tenté le sport, j'ai tenté de faire un rééquilibrage alimentaire, mais rien n'y fait. Donc en fait, je suis... Parce que vous dites que c'est bien lié aux médicaments, c'est sûr. C'est sûr. Oui, donc ça veut dire que là, vous voyez, les solutions que vous avez mis en œuvre, qui sont le sport, le rééquilibrage alimentaire, sont pas forcément les plus adaptées dans le sens où ce qu'ils provoquent, c'est pas ça. Vous voyez, ce qui provoque la prise de poids, c'est bien les médicaments. Oui, c'est les médicaments. D'accord. Donc l'objectif est plutôt sur un plan thérapeutique de vous aider en fait à petit réduire les doses et apprendre à naviguer dans la vie. Alors peut-être avec un léger inconfort au démarrage, mais voyez, voir comment vous pouvez faire avec, parce que vous avez aujourd'hui donc toujours votre compagne, ce que je comprends avec vous. Oui. Ce métier que vous êtes en train d'acquérir, qui est une force, un souhait, un désir, enfin, qui vous donne de la ressource, hein, voilà. Qui m'a fait sortir la tête de l'eau. Voilà, oui, c'est sûr, bien sûr, ça donne du sens. Et puis, vous êtes courageuse parce que là, vous avez décidé d'arrêter de fumer. Donc, vous voyez, vous vous mettez vous lancez des défis, hein. Être infirmière, arrêter de fumer, et puis défi ultime, j'ai envie de dire, retrouver votre taille, enfin, la taille qui vous convient. Alors, il faudrait voir, Stéphanie, là pour vous l'enjeu, ça va être effectivement de travailler alors avec votre thérapeute un travail un peu en profondeur pour que les médicaments ne soient plus un empêchement de ressentir ce que vous ressentez.
Parce que quand on est dans cet épisode, comme vous le décrivez, de dépression, il se passe plein de choses dans l'émotion de la dépression qui est une matière de travail, sans vous mettre en danger, vous voyez, mais en réduisant. Et en gérant avec votre psychiatre et votre thérapeute un niveau d'inconfort, peut-être que ça pourrait être une matière à travailler toutes ces émotions inconfortables qui remontent et de voir un peu qu'est-ce qu'elles disent de vous, qu'est-ce que vous pouvez en faire, comment vous pouvez faire avec. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je pense que oui. Vous voyez, parce que votre enjeu là, il est vraiment sur cet aspect médicament. Et que et alors effectivement on prend des médicaments pour fonctionner, pour éviter de souffrir, hein, et pour dans la dépression et pour continuer. Mais aujourd'hui, on a quand même certaines alternatives. Je pense au service à l'hôpital Sainte-Anne du docteur Christophe André, hein, qui travaille justement sur la dépression et notamment sur les rechutes. Et dans son service, il travaille en méditation pleine conscience. Donc il y a aujourd'hui des voies qui sont pas des voies par les médicaments pour aider typiquement des patients comme vous qui ont vécu un épisode dépressif sévère, pour les aider à les prendre en charge, à remonter la pente. Alors je sais pas si vous êtes à Paris ou en région parisienne. Non, je l'ai. Non. Ouais. Alors, ou à moins que dans votre ville, parce qu'aujourd'hui, ce sont des pratiques qui se développent dans les services de psychiatrie à l'hôpital. Mais de voir quel attelage thérapeutique vous pourriez mettre en place pour vous soutenir dans votre combat finalement, parce que là, il s'agit bien d'un combat. Ah oui, clairement, oui. Là, en fait, avec la psychologue, je fais pas mal de relaxation. Oui. Donc, ça me permet de reprendre contact avec moi. Ah, oui, c'est très important. C'est une très bonne voie, oui. Ouais, parce que j'ai jamais le temps de me poser là avec les révisions, tout ça. Oui, bien la sûr. formation me demande beaucoup d'investissement, donc finalement j'ai peu de temps à moi. Donc c'est vrai que les temps de relaxation, ça me permet de me ressourcer, de trouver un certain ancrage en fait. Oui, et puis un ancrage avec votre corps. Oui. Vous voyez, c'est de vous reconnecter à ce corps qui ne vous plaît plus, pour l'accepter comme il est, pour l'aider à repartir sur son chemin. Faire ami avec ce corps que vous reconnaissez plus comme étant le vôtre. Plus, mais oui. C'est dur, oui. Oui, c'est dur pour vous. Et c'est effectivement ces exercices de relaxation, de méditation vont vous redonner de la force et de la ressource pour mieux vous accepter, puis ça va vous solidifier surtout. Ouais. Et c'est dans le corps que ça se passe, bien sûr. Ouais, c'est lié, c'est sûr, c'est lié, ouais. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que au mois de juin, je me sentais vraiment très très bien. Cet été, je me sentais vraiment très très bien. Donc je pensais vraiment être sortie de tout ça. Oui. Donc je m'étais dit, c'est le moment de réduire le traitement. Et le fait de rechuter comme ça au mois de septembre, ça vous a paniqué, j'imagine. Complètement, ouais, complètement. Mais est-ce que cette rechute était parce qu'effectivement, quand les premiers signes arrivent, j'imagine que il y a une grande inquiétude. Oui. Mais de quelle façon? Alors encore une fois, je sais pas, je suis pas votre thérapeute, mais voyez, de façon à vous accompagner pour gérer ces signes qui sont qui parlent aussi de vous, de votre histoire, de certaines façons de voir votre vie, de difficultés, mais pour vous aider à traverser cet épisode, parce que ça ne dit pas. Je comprends quand on a vécu quelque chose, vous voyez, de très difficile. Notre corps est programmé, et on le sait aujourd'hui dans les recherches sur le cerveau, et vous qui êtes infirmière, dans tout le courant des neurosciences, on a été programmé pour faire face au danger. C'est d'ailleurs pour ça que notre cerveau retient souvent des aspects négatifs, parce qu'on est comme les animaux. Vous voyez, c'est ce qu'on a en lien avec les mammifères, c'est qu'on a des capteurs pour très très bien repérer les risques et les dangers. Quand on a vécu comme ça une agression, une forme d'agression, c'est une agression, votre corps et votre psychisme ont développé des stratégies pour envoyer. Il y a une sirène qui a dû se mettre en route en septembre dès les premiers signes pour dire attention, le feu reprend. Il y a un foyer qui reprend quelque part. Et en fait, en même temps,
cette capacité qu'on a développée dans notre cerveau face au danger, oublie qu'on en a une autre dont on sert moins, qui est celle des ressources positives. C'est toutes les recherches aujourd'hui en psychologie positive, dans les neurosciences, et qui sont des ressources qu'on peut aller chercher pour nous relever justement, qui sont les bonnes ressources. Et vous, c'est tout ce travail-là à faire, d'aller. Et vous avez les graines puisque vous rentrez dans ces études d'infirmière avec avec entrain et désir. Vous décidez d'arrêter de fumer, vous voyez, vous posez des actes très forts. Oui. Qui sont en soi, pour votre psychisme, des ressources qui vous disent, regarde, tu n'es pas en danger puisque tu es en train de fabriquer un avenir, de prendre soin de ta santé en arrêtant de fumer, voilà. Tu poses des vraies choses. Et voilà ce que vous dit aussi en même temps votre vie, dans le même moment. Oui. Et le travail avec ma psychologue s'appuie énormément là-dessus. Ah, super. Sur Génial. les ressources. Oui. Ouais. Et mais le problème, c'est que en septembre, justement, elle essayait de me rebooster comme elle pouvait, mais j'entendais rien, ça allait tellement mal que... Vous avez dû avoir très peur, non? Oui. Oui, vous voyez, de travailler, ce serait bien de voir avec elle, de travailler sur cette peur de la rechute. Parce que là, aujourd'hui, c'est ça que ça dit. Et puis de cette dépendance forcément un peu aux médicaments, parce que quand on a été habitué à ne plus souffrir et on supporte encore moins quand elle revient, voyez. Ah oui, complètement, oui. Même dans le corps, physiquement, quand on a une douleur et on prend un médicament pour ne pas souffrir, on s'est déshabitué. Alors, c'est le bon côté parce qu'en ne souffrant plus, vous avez pris de la ressource et c'était important. Les antidépresseurs étaient là, heureusement que vous les avez pris. Ils vous ont permis, vous voyez, de vous remettre en selle. Et puis, petit à petit, de voir un protocole qui va vous permettre à la fois de baisser un peu ces médicaments et de vous appuyer sur ce que vous êtes en train de mettre en œuvre. Et vous déployez énormément de courage. Il y a Petit Prince qui dit « Stéphanie est positivement lucide, bravo pour ces challenges et bon vent pour sa formation. » C'est gentil. Et Natacha qui dit « Moi, je lui conseillerais de réduire ses médicaments peut-être au beau jour. Le moral est plus au beau fixe. » Ouais, pourquoi pas, ce que dit Natacha. Oui. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai cette appréhension. Oui. C'est là-dessus à mon avis, le plus urgent et important pour vous à travailler, c'est l'appréhension de la rechute. C'est la croyance qui s'est forgée de se dire, je m'en suis sortie grâce aux médicaments, donc si je les arrête, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que finalement, je vais être capable de vivre sans? C'est tout l'enjeu pour vous. C'est ça, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire que les médicaments sont un peu une béquille. Et moi, je voyais carrément l'image du déambulateur. Ah ouais. Ouais. Pour moi, mes médicaments, ce sont mes déambulateurs. Des déambulateurs dans la vie. Alors, dites-vous une chose importante, Stéphanie, c'est que ils ont été là au bon moment pour redonner, voyez, de la ressource à votre organisme qui n'en avait plus, qui pouvait plus en puiser. Donc, l'importance de ces médicaments, c'est au moment où vous étiez tout en bas, un peu comme, je prends une image un peu matérielle et brutale, mais vous voyez, un peu comme un pneu de vélo, une jante complètement dégonflée, ils ont servi de pompe. Ok, donc ils ont regonflé le pneu, mais on regonfle pas le pneu tous les kilomètres. Une fois que le pneu est gonflé, le vélo il se remet à rouler. Donc votre pneu a été regonflé et petit à petit, c'est l'enjeu de l'enlever pour que vous puissiez continuer à avancer. C'est pas parce que vous allez arrêter de mettre de l'air, voyez, que ça va se dégonfler. Parce qu'en attendant, votre organisme, lui, il a vraiment pris de la ressource. Oui. Alors, il y a une auditrice qui dit « J'ai pris 18 kilos en 18 mois de traitement pour une dépression et ensuite, je me suis soignée par homéopathie. Une réussite et une perte de poids. Bon courage. » Alors, peut-être, il y aurait une autre voie à tenter? Oui, pourquoi pas, oui. Oui, je vais me renseigner par rapport à ça, oui. Et puis de travailler sur votre peur de la rechute, qui ne dit pas, parce que quand vous me parlez, voyez, de l'image de déambulateur, un déambulateur, c'est quand on n'a plus, on peut plus faire autrement. Si vous voulez, ça veut dire que le corps, vous voyez, vous le savez en tant qu'infirmière, on a un déambulateur, mais on reviendra jamais sans. Ah oui. Si vous avez cette image-là dans votre cerveau, c'est une façon de vous dire je pourrai plus jamais vivre sans. Vous avez fermé une porte avec cette image. Ouais. Alors que l'image est l'image à recréer. Peut-être aussi peut faire de l'hypnose, par exemple, ou de la sophrologie pourrait vous aider pour ancrer de nouvelles images, vous voyez, en vous.
On fait un peu d'hypnose avec super. un psychologue aussi, ouais. Elle est très portée là-dessus aussi, donc c'est extra. vrai que... Ouais. Vous semblez bien épaulée. Parce que, oui, elle est excellente, vous lui avez parlé de l'image du déambulateur? Non. Eh ben, parlez-lui-en. Parce que c'est un bon démarrage de séance d'hypnose, vous voyez, pour l'inverser, celle-là. D'accord. Celle-là, elle n'est pas très utile pour vous. Parce que, fort heureusement, vous n'en êtes pas là. Et c'est une assez bonne nouvelle. Oui, c'est sûr. Et puis, je pense que vous êtes entre de bonnes mains. Alors, et oui, il y a une infirmière qui dit: je suis infirmière et je sais combien le nouveau programme est stressant et difficile. Et de voir aussi comment peut-être baisser les doses. Vous mettez pas en danger en tout cas, mais ne prenez pas. Vous voyez, la peur n'évite pas le danger. Donc attention à cette peur qui peut-être, encore une fois, faut toujours être prudent, et contre-productive. Oui. Mais vous me semblez en super bonne voie, et puis ce corps qui pour l'instant vous plaît pas, vous allez faire ami avec lui faire confiance pour se retrouver. D'accord. Il y a Brigitte qui dit: si vous arrivez à stabiliser votre poids, ce qui compte le plus à présent n'est-il pas de vous focaliser sur vos études d'infirmière qui vont ouvrir une nouvelle phase de vie qui laissera derrière elle la dépression? Je pense, comme Brigitte. Oui, complètement. Ouais. En tout cas, bravo à vous, Stéphanie. Et courage, vous êtes sur la bonne voie. Merci beaucoup. Et comptez, vous allez voir vous allez sans doute la prendre en études d'infirmière, mais on a un magnifique cerveau avec des possibilités, j'allais dire quasi infinies ou presque. C'est comme Lisa tout à l'heure, on peut apprendre à tout âge. Oui. Et voilà, on est beaucoup plus souple qu'on l'imagine. Oui, je m'en suis rendu compte depuis le début de ma formation. Là. Oui. C'est génial. À quelle occasion vous en êtes rendu compte? Par rapport à des croyances, des fois qu'on peut se forger par rapport à certaines choses. Et c'est vrai que on nous fait voir les choses différemment, là, complètement différemment. Ça va vous aider aussi. Oui, quelquefois, on s'enferme tout seul avec des croyances. Oui, complètement, Ouais. Donc non, c'est positif. Bon, il y a Michel qui dit: j'ai pris des kilos, mais je me suis forcée à marcher. J'ai réduit progressivement les médicaments. C'est long, mais ça a marché, dit Michel. Voyez, chaque auditeur, vous donne ses trucs. Et dites-vous que, la dépression, c'est un passage, imaginez que c'est un gros nuage dans le ciel, comme une dépression atmosphérique, et vous vous êtes pris un gros cumulonimbus, très vilain trou noir avec un orage. Et puis, un jour, heureusement, il y a du soleil qui revient, il y a du vent, et vous êtes en train de souffler sur les nuages, là. C'est une belle image, Et ils vont partir. Bon courage à vous. Au revoir. Merci Stéphanie. Beaucoup. Au revoir. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Je suis très contente de vous parler, je le voulais depuis très longtemps. Écoutez, ça me fait plaisir. Oui, parce que j'aime bien vous écouter, puis j'aimerais bien comprendre ce qui se passe par rapport à moi, quoi. Voilà, puis être aidée par les auditeurs ou les auditrices si c'était possible. Oui, bien sûr. On est là ensemble pour ça, ce soir. Voilà, alors moi je suis non-voyante de naissance et handicapée physique motrice. J'ai des séquelles de Little qui me paralysent petit à petit à mesure que l'âge passe. J'ai 50 ans. Et il se trouve que du fait du handicap, dans le sud-est Rhône, j'ai beaucoup de mal à avoir des amis. J'en ai des éloignés, soit parce que j'ai été à l'école avant, ou soit par mes parents. Mais j'en ai pas à proximité, malheureusement. Alors ça fait partie de ma déprime, de ma dépression, de mon mal-être. Et puis en plus, par une amie qui était à Lyon à l'époque, mais maintenant elle est à Cannes. À l'époque, entre octobre 2012 et novembre 2013, elle m'avait fait connaître un ami malvoyant beaucoup plus âgé que moi. J'étais contente, je me disais c'est bien. Donc en un peu plus d'1 an, il était venu 1 semaine par mois. Et moi j'avais été 1 mois chez lui. Lui il habitait le 30, le Gard, vers Nîmes. Et ça allait pas mal. Mais après il a connu quelqu'un d'autre sur Nîmes. Donc moi malheureusement il m'a fait investir dans un ordinateur qui m'avait fait programmer par la Fédération aveugle de Nîmes Montpellier au niveau vocal, visuel, pour que je puisse apprendre à m'en servir. Puis malheureusement, il m'a laissé tomber du jour au lendemain pour quelqu'un d'autre.
Et puis moi, depuis, j'ai beaucoup de mal à m'en remettre. Oui, je comprends. Parce que je l'aimais, ce monsieur, quoi, voilà. Oui, J'étais contente parce qu'il était malvoyant et je me disais, moi qui suis handicapée, voilà, j'aimais beaucoup ce monsieur, voilà. Oui. Puis j'ai du mal. Puis le fait de ne pas avoir d'amis dans le Rhône, dans le sud-est Rhône et à proximité, c'est trop dur, quoi. Oui, je comprends Sylvie. Et alors, du fait que vous ayez maintenant cet ordinateur et cet ami qui vous avait aidé, est-ce que aujourd'hui vous pourriez Mais non, je peux pas m'en servir. Ah, parce que en fait, je me suis adressée à une association comme Valentin Huy à Lyon. Oui. Je connais les associations qui existent. Puis malheureusement, on m'avait envoyé un PP bénévole qui aurait été prêt à m'aider à domicile. À domicile, je dis bien. Oui. Malheureusement, il m'a tout déprogrammé ce que la fédération aveugle m'avait fait. Ensuite. Donc du coup, au niveau visuel et vocal, surtout vocal, ça marche plus. Ouais. Non, le logiciel NVDA, je peux plus le. D'accord, je comprends. peux plus utiliser du tout cet ordinateur, quoi. Ah oui. Alors ça vous rend encore plus seul là, vous. Oui. Est-ce que oui, je comprends Sylvie. Est-ce qu'avec la fédération, vous pouvez voir comment dépanner cette. Il faut se déplacer. Moi, je peux pas. Ah, d'accord. Et est-ce que une amie ou vous dites vous avez des amis de vos parents? Mais ils sont éloignés. Moi, j'ai une amie dans le 27, j'ai une amie dans le 39, d'accord. Mais dans le Rhône sud-est, notamment, j'ai pas d'amis. Oui. Aujourd'hui, j'ai ma maman qui est à proximité, mais qui est âgée, malade. Oui. Aujourd'hui, dans vos journées, Sylvie, de quoi sont faites vos journées? Vous croisez qui? Malheureusement, j'ai une aide à domicile que ma maman m'impose, mais qui est pas méchante, si vous voulez. Oui. Elle a 58 ans, elle est pas méchante du tout, cette femme. Oui. Mais elle n'est pas adaptée du tout pour quelqu'un d'handicapé, quoi. Ah. Et ça, vous pourriez, vous dites votre maman vous l'impose, vous en avez discuté avec votre maman de cette... Mais ma maman, elle a 83 ans. Oui, je comprends. Elle est très têtue. Puis en plus, elle a perdu ma sœur au mois de juillet dernier, donc du coup... Oui. Vous osez pas devenir un poids pour elle ou lui demander quoi que ce soit? Je le suis plus ou moins quand même. Oui, ça fait beaucoup sur vos épaules tout ça, Sylvie. C'est très lourd à porter. Et puis le fait de ne pas avoir d'amis dans le Rhône, c'est trop dur pour moi. Oui, d'avoir en fait une amie qui vous visite au quotidien ou dans la semaine. C'est ça, et qui me rend service bénévolement. Je comprends. Qui essaye de voir avec moi quelle solution je pourrais prendre. Bien sûr. Parce que j'ai essayé de m'adresser à des associations comme les Paralysés de France du Rhône, mais malheureusement là on essayait de m'enlever de mon domicile. Alors que c'est pas du tout ce que je recherche. Comment ça on a essayé de vous enlever de votre domicile? Quand vous avez demandé de l'aide, vous voulez dire? On aurait voulu me mettre dans une maison d'handicapés mélangés, comme le voulait ma maman au départ. D'accord. Moi, je veux pas vous être voulez dans pas? une maison d'handicapés mélangés. Parce que d'être dans une maison d'handicapés mélangés, vous faites pas ce que vous voulez. Oui. Vous n'êtes pas libre. On vous impose les choses. D'accord, donc attendez. D'accord, Sylvie. Donc là, vous êtes en train de me dire que vous avez une certaine forme d'indépendance aujourd'hui et que vous savez vous débrouiller seule. Seule, disons que si j'avais pas cette dame qui vient 2 heures par matin, du lundi au vendredi, ça compromettrait de rester dans cet appartement T2. Je comprends. Donc, mais aujourd'hui, grâce à cette aide, vous avez une certaine indépendance parce qu'elle fait des choses pour vous qui vous permettent une liberté. Oui, plus ou moins. D'accord. Ok. Alors, Sylvie, est-ce que dans votre, parce que quand même le Rhône c'est pas non plus le désert absolu. Il y a, j'imagine, des antennes, je sais pas, des associations, votre fédération, qui peuvent peut-être vous trouver, soit des bénévoles qui vont venir vous donner un coup de main. Oui. C'est impossible parce que j'habite en zone sensible et en banlieue. Oui, et alors? Ça leur est impossible, quoi. Toutes les associations ne viennent absolument pas dans votre... Quand vous vous rendez compte que je fais la démarche depuis 1992, et on est en l'an 2014,
Donc finalement, vous dites que toutes vos tentatives d'être écoutées par des associations n'ont jamais... Non, c'est des échecs. C'est des échecs à chaque fois. Oui. Et vous pensez que c'est à cause de votre lieu d'habitation? Ah oui. Et puis même le fait d'avoir un amoureux ou d'avoir des amis de proximité dans le Rhône, ça vient de là aussi. Et ça vient de l'handicap. C'est-à-dire que là, en fait, vous êtes en train de me dire que si vous cumulez, en fait, et vous me dites, parce que je suis handicapée, alors j'ai pas d'amis, je suis dans le Rhône, je suis isolée, la ville où je suis, les gens viennent pas, vous voyez. Comme vous pensez que des transporteurs, pour me livrer des fois des colis, ils montent pas. Et je suis en plus au 4e étage sans ascenseur. Mais là, dans mon T2, j'y suis très bien. D'accord. À l'intérieur de mon T2, j'y suis très bien. D'accord, c'est votre refuge. Et les refuge. 56 marches, je peux les monter, les descendre à condition qu'il n'y ait pas d'embûche. D'accord. Si un locataire il met une poussette en plein milieu sur le palier, c'est sûr que je peux pas. Oui. Mais s'il n'y a pas d'embûche, une fois que je suis dans le hall de l'immeuble, que j'ai la main sur la rampe, je peux monter et descendre toute seule à la boîte aux lettres, par exemple. D'accord. Mais sortie du hall de l'immeuble, je ne peux pas tenir l'équilibre toute seule si j'ai pas d'appui. D'accord. Voilà. D'accord. Et vous pouvez sortir avec cette dame qui vient vous aider le matin? Non, elle sort pratiquement pas avec moi. Et vous aimeriez? Oui, mais... D'accord. Est-ce que vous pouvez lui demander? Vous lui avez demandé de sortir avec elle? Je lui ai déjà demandé, mais elle est vraiment... Elle fait du ménage, du repassage, le repas... Une petite bricole de pharmacie ou de timbre à la poste, m'acheter, ou un colis, aller me chercher, à la rigueur, s'il n'est pas trop encombrant, elle s'arrête là. Point. D'accord. Est-ce que Sylvie, est-ce que vous l'avez fait, ou est-ce que vous pourriez lui demander de l'accompagner? Je lui ai demandé d'aller au parc, elle m'a répondu, j'ai pas que ça à faire. Oui, elle est payée pour, vous aider. Normalement, oui. Ma maman, elle la déclare à l'URSSAF. Oui. Elle la paye en chèque emploi-service. Donc, elle a que ça à faire, justement, vous allez lui répondre, Sylvie. Le problème, c'est que c'est une connaissance à ma maman. Oui, mais alors là, écoutez, beaucoup de problèmes. Sylvie, ok, mais vous pouvez pas tenir compte. Vous voyez, à chaque fois qu'on parle là ensemble, à chaque fois, vous me sortez un paramètre qui fait que rien n'est possible. Si vous n'ouvrez pas des possibilités pour vous, rien ne sera jamais possible. Donc, devant l'adversité... J'ai passé des annonces dans des magazines super. Oui, et pour avoir des amis ou un amoureux dans le Rhône. Malheureusement, j'ai pas de réponse. J'entends, Sylvie. Là, dans l'immédiat, ce qui me semble important, c'est que cette dame qui est avec vous le matin et vient vous aider, vous arriviez à créer une sorte de lien qui vous convienne. Je dis pas de vous en faire votre meilleure amie. Je l'ai à cause de ma maman. Oui. Parce que ma maman l'a connue par une de ses anciennes copines décédées maintenant. Mais moi, si je pouvais, cette dame-là, moi, je l'aurais pas. Ah non. Oui, mais il se trouve qu'aujourd'hui vous l'avez et qu'heureusement que vous l'avez parce qu'elle vous rend quand même certains services dont vous avez besoin. Donc après, vous voyez quel est votre objectif? Je me sens pas si bien avec elle. Mais oui, vous vous sentez pas bien, mais votre objectif c'est aussi qu'elle puisse vous emmener dehors, faire rencontrer des gens. Je peux pas avec elle. Avec elle, je peux pas. C'est pas possible. C'est pour ça que en parallèle, je cherchais des amis ou des bénévoles. Qui aurait voulu faire ça, justement. Je comprends. Qui n'aurait pas voulu faire du ménage. Je comprends, mais dans l'attente, oui, mais dans l'immédiat, c'est ça que vous avez dans votre vie et que plus vous vous battez contre, plus vous vous isolez. Donc, si vous voulez en sortir... Elle n'est pas formée pour moi, voilà. Elle fera tout ce qui est ménage, repassage, ou voilà, c'est tout. Et puis, sortie de ces 2 heures, elle s'en fiche. Elle s'en fiche, peu lui importe. Ça me paraît important. Est-ce que ça, tel que vous me le dites à la limite, vous lui avez dit, Sylvie? Ah, mais je lui ai déjà dit, on s'est eu attrapé, On s'est eu attrapé. Ouais. Elle voit qu'une chose, c'est que ma maman, elle la paye à la fin du mois par les chèques emploi-service et qu'elle la déclare. Le reste, elle s'en fiche. Je pense que plutôt que de passer... Écoutez, Sylvie, écoutez-moi. Dans l'immédiat, il me semble que le plus urgent, c'est pas de passer une annonce pour avoir des amis ou un petit amoureux, c'est d'avoir une annonce pour remplacer cette dame. Si ça, vous pouvez le faire et prendre un peu votre vie en main. Ok, elle a été trouvée par votre maman, mais vous me dites que, vous avez... Mais les papiers, c'est ma maman qui les fait. Oui, vous en discutez avec votre maman.
le problème, c'est avec ma maman, il n'y a pas moyen que je discute avec elle. Oui, mais vous voyez, Sylvie, là, moi, c'est pour ça que moi, je cherchais des amis en dehors de ça. Et pour dire, j'en avais eu une entre 90 et 94. D'accord. Mais à l'époque, je l'avais connue par une association, mais j'allais encore à l'école. Alors, il y a Cathy qui demande pourquoi vous vous adressez pas à la mairie de votre arrondissement. Il y a des services en fonction de... Et je l'ai déjà fait, mais on m'a dit qu'on pouvait rien faire par rapport à moi. Parce que? Parce qu'ils s'occupent surtout des personnes âgées. En fait, à chaque fois, finalement, là, vous voyez, on discute depuis 15 minutes ensemble et toutes les solutions qu'on essaye d'envisager, vous me dites qu'il n'y en a aucune pour vous. C'est un échec. Moi, c'est pour ça, la solution que je voyais, c'était d'avoir des amis et d'avoir quelqu'un, un amoureux. Voilà la solution que je voyais. Donc aujourd'hui, c'est une question de temps. Donc vous avez envoyé des annonces et ça reste une question de temps. Je l'ai refait même encore aujourd'hui. Elle est repassée dans le magazine où je me suis déjà... En fait, je le fais toujours dans les mêmes magazines. J'en essaye d'autres, mais il y en a d'autres qui me refusent. Ils disent qu'ils prennent pas mes annonces, ils prennent pas pour handicapés, ça leur pose trop de problèmes. Enfin, il y a quelque chose qui va pas et qui n'est pas fait, voilà. Mais moi, mon but, c'était d'avoir des amis et d'avoir un amoureux pour en sortir un peu de tout ça. Avoir l'aide ménagère le matin de 11h à 1h, du lundi au vendredi. Mais sortie d'elle, hop, terminé. Moi, je ne la salue pas. Elle vient, elle fait ce qu'elle a à faire, le ménage, repassage ou ce qu'elle a à faire. Écoutez, Sylvie, là, ça semble être... Vous avez donc... on voit ensemble que vous avez fait absolument tout ce que vous pouviez faire, Depuis 1992 que je vis chez moi, oui. Oui. Ah oui. Donc, et je me bats encore. Vous vous battez encore, ça s'entend d'ailleurs dans votre voix que vous vous battez encore. Peut-être que là il y a quelque chose aussi à voir par rapport à vous. Peut-être être aussi votre ami, ça pourrait être déjà quand même d'arrêter peut-être un peu de se battre pour regarder ce qu'il y a autour de vous et de regarder comment et je vous le souhaite qu'il y ait des réponses à votre courrier. En tout cas, moi, j'aimerais bien avoir des réponses à mon bien courrier, sûr. c'est sûr, mais malheureusement, mon courrier, je sais pas. Je pense que ce serait bien de reparler avec votre maman, même si vous pensez que vous voulez pas peser sur elle, si votre maman quand même s'occupe de vous, ne restez pas enfermée. Pour les papiers, c'est tout. Elle s'occupe pas pour tout le reste. Elle est tellement, depuis le décès de ma sœur, elle est tellement... Elle s'occupe aussi de sa fille aînée de 28 ans qui fume et qui tourne mal depuis l'âge de 15 ans. Donc du coup, ma maman, puis elle a 83 ans, elle a tellement de problèmes de santé là que du coup, c'est un peu moi. Finalement, vous voyez, Sylvie. Elle s'occupe de moi pour les papiers. Voilà. Alors Sylvie, on en revient. Vous voyez, depuis le début de notre discussion, au même point de départ, c'est que vous pouvez et vous devez compter sur vous. Donc à un moment donné, c'est vous qui allez décider. Soit vous vous entendez avec cette dame, ou vous en trouvez une autre, ou vous continuez à passer des annonces, comme vous dites, vous vous battez. Il y a Brigitte qui dit continuez à chercher auprès d'autres associations, auprès de la paroisse. Peut-être allez-vous trouver une personne. Un étudiant aussi, vous l'avez fait, j'imagine, dont parle Brigitte. Je suis passée par un étudiant aussi. Bon, écoutez, mais en fait, il n'y a pas de solution. Non, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution, alors, Sylvie. Il n'y a pas de solution, il n'y a que des échecs. Il n'y a que des échecs. Peut-être que ce serait quand même intéressant de regarder pourquoi il n'y a pas de solution. Parce que vous savez, dans la vie, des solutions, il y en a. Donc, il y a quelque chose en vous qui refuse la solution. Un peu. Mais si, vous voyez, tous les auditeurs sont comme moi, ils font plein d'efforts, ils vous proposent énormément de choses, les auditeurs, ce soir. Et puis, il y a quelque chose que vous ne prenez pas, et dans la discussion qu'on a et dans ce que vous proposent les auditeurs, et ça, vous voyez, quelquefois, on reste seul avec les décisions de faire quelque chose de sa vie et de ce qui nous arrive. Donc, j'entends votre souffrance.
j'entends votre difficulté, on échange ensemble, mais voilà, à chaque fois qu'on échange, vous me dites, je prends pas et je peux pas et tout est fermé. J'ai fait depuis 1992 je comprends. Et on est en 2014. Qu'est-ce que vous voulez que j'ai tout tenté déjà. Rien, Sylvie, je vous souhaite énormément de douceur avec vous, voyez, et d'essayer de vous prendre vous à ce moment-là par la main et d'être dans un peu plus de douceur. Je pense que c'est ça qui va le mieux vous aider aujourd'hui que d'être dans j'ai tout tenté et il y a rien. Vous voyez, parce que ça va pas vous aider à trouver des solutions pour vous. Donc, je vous dis ça avec tout mon cœur et je vous souhaite de pouvoir vous apaiser. Voilà. Faire passer des annonces et puis c'est tout. Bon courage à vous. Bon courage à vous, Sylvie. Bonsoir. Pour dialoguer avec Sophie Peterse, envoyez le mot nuit, suivi de votre message au 7 39 21. 65 centimes plus coût d'un SMS. Bonsoir Anne-Marie. Ah, Anne-Marie, vous êtes là ? Oui, bonsoir. Pardon, on a eu, voilà, en direct, on a eu un petit blanc d'antenne, voilà, veuillez nous excuser, voilà, le temps de reprendre le micro. Bonsoir, Bonsoir Anne-Marie. Je vous appelle parce que j'ai c'est pas un problème, mais quelque chose de très complexe avec une mère qu'on pourrait appeler toxique. Oui. Voilà, nous sommes 5 enfants. Avec chacun notre histoire, avec beaucoup de complexes familiaux, tous ne sont pas du même père, etc. Et donc avec une mère que je considère aujourd'hui, après avoir été suivie et entendue par une psychothérapeute, comme étant une mère toxique. Oui. Voilà. C'est-à-dire que chaque chose qui est faite vis-à-vis de notre mère, donc les 5 enfants, chaque chose qui est faite est mal faite. Chaque chose qui est faite est quelque chose de non réussi, un échec. Alors on peut parler de choses très simples, de choses très compliquées, mais rien ne va. Oui. En fait. Rien ne va jamais. Oui. Rien ne va jamais. En fait, on peut tout réussir et tout faire. Rien ne va jamais. Et aujourd'hui, donc, vous êtes toujours en contact. Comment ça se passe avec elle aujourd'hui ? Elle veut qu'à Noël, tout le monde soit autour d'elle, qu'il y ait tous ses enfants, etc. Oui. Mais tout ce qui se passe est autour d'elle, c'est clair. Et nous sommes, nous tous, les 5, on va pas dire en échec, mais pas à la hauteur de ce qu'elle souhaiterait. Et c'est elle qui drive tout, et c'est elle qui fait ce qu'il faut, et les enfants suivent. Et à un moment, quand on est des enfants qui ont tous entre 45 et 50 ans, c'est très très frustrant. Oui. Qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous, Anne-Marie, aujourd'hui, que les choses se passent comment pour vous ? Alors aujourd'hui, avec un de mes frères, nous avons souhaité faire autre chose pour Noël. Oui. À Noël, n'allons pas chez notre maman, faisons un voyage, retrouvons-nous à Séville, à Barcelone, je sais pas où, pendant 4 jours, toute la famille ensemble. Et Avec elle Bien sûr. Oui, d'accord. Et sa réponse est non. Je veux recevoir mes enfants dans ma maison, avec mes 13 desserts, etc. Donc une fermeture totale et un matriarcat imposé. Voilà, qui est très compliqué pour nous aujourd'hui. Donc là, le problème immédiat, c'est qu'en fait, vous souhaitiez changer un peu et proposer quelque chose qui vous plairait bien à tous les enfants, et elle dit non, en fait. Elle ne prend pas votre demande. Elle ne la considère pas. Oui, à un moment donné, la mère est ce qu'elle est. Moi, je suis aussi comme mes frères et sœurs. On est 5 enfants. Moi, j'en ai 3. À un moment donné, la période de Noël est quelque chose de toujours très complexe.
à un moment donné, faisons autre chose. Oublions les 13 desserts, oublions les traditions, faisons autre chose. Est-ce que votre maman est-ce que c'est quelque chose qui traditionnellement dans l'histoire de votre famille ou de votre maman est ce moment un peu à elle où elle travaille beaucoup, ça l'occupe pour justement préparer cette fête, ces desserts, etc. Est-ce que par hasard, mais je vous pose la question, elle n'a pas le sentiment que vous la dépossédez un peu de son territoire de l'année, ou c'est elle qui s'agite et qui reçoit et qui fait ce repas? Bien sûr qu'on aurait éventuellement envie de la déposer de son territoire. Mais et parce que pourquoi? Pour ne pas retomber dans ce repas qui vous stresse, ou pourquoi? À quoi vous cherchez à échapper? Comme vous venez de le dire, de retomber. Oui. C'est ça l'histoire, c'est de retomber dans une histoire de. C'est sortir du cercle. De son foie gras, de son. D'accord. De son retomber ailleurs. C'est le vrai mot. C'est sortir de ce lieu avec elle dans cette façon-là. Et en même temps, vous voyez que en lui proposant ça, vous lui proposez l'impossible, puisque c'est là où elle existe le plus pleinement sur son territoire, avec, comme vous dites, ses 13 desserts, son foie gras, etc. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à négocier dans votre histoire? Vous voyez, c'est-à-dire, quelle est sa part et que vous ayez la vôtre? Qu'est-ce que vous pourriez, avec vos frères et sœurs, négocier avec elle, qui soit pas trop, vous voyez, c'est-à-dire le voyage qui est complètement l'extrême, qui est la fuite, allez, on part tous et puis pas de repas comme d'habitude. Alors, nous avons fait, je suis navrée de vous couper. Non, on a très peu de temps, malheureusement. Oui. Oui, nous avons fait un petit aller en disant, si nous ne faisons pas à l'étranger, parce que ça nous semblait intéressant, une personne de notre famille a proposé de faire ce Noël chez lui. D'accord. En disant, changeons ma chère maman et faisons quelque chose à un autre lieu. Et, elle n'a pas dû aimer, là. Ah bah non. C'était horrible. L'appréciation, non, c'était atroce. Alors, non, je vais rester et vous recevoir chez moi. Et comment une personne peut être aussi fermée, est-ce qu'elle est fermée, ou est-ce qu'elle est, à ce moment précis de l'année, dans quelque chose d'ultra important pour elle, où c'est presque, vous voyez, on peut imaginer une espèce de devoir ou de pouvoir. Oui, de tradition. Voilà, de quelque chose qui est sur une femme, voilà, qui doit avoir peut-être un certain âge. C'est le moment de l'année où elle rayonne là-dessus, où ça lui prend, je sais pas, 15 jours ou 3 semaines d'aller faire son repas. Oui. Son problème, c'est qu'elle rayonne et qu'elle a envie de rayonner à ce moment-là. Elle a envie de rayonner. Et en quoi c'est un problème pour vous, voyez, que ce soit son territoire et qu'elle rayonne à ce moment-là? Parce qu'elle rayonne à ce moment-là, parce qu'elle va rayonner. Mais en quoi c'est un problème pour vous et vos frères et sœurs? Parce qu'il faut toujours l'accompagner, qu'elle rayonne au moment de Noël, qu'elle va rayonner au moment des vacances de février, parce qu'elle va inviter tout le monde dans un chalet quelque part, parce qu'elle va rayonner à un autre moment pour inviter tout le monde. Voilà. D'accord. Donc en fait, là, je suis désolée, on doit se quitter malheureusement. Je suis navrée, Anne-Marie, mais vous dire à ce moment-là de lui laisser peut-être Noël et de négocier les autres moments. Vous voyez, essayez de créer entre vous un partage du territoire. Laissez-lui peut-être celui-là, mais prenez les autres, en d'autres termes. En tout cas, si vous voulez, Anne-Marie, rappelez-nous dans la libre antenne, et malheureusement, c'est la fin. Voilà. Pour votre émission qui est un vrai plaisir. Bonne nuit à vous, Anne-Marie. Bonne nuit à vous, tous les auditeurs. Il est 1h, vous écoutez Europe 1. À vendredi prochain.